une nouvelle de Peter Watts, le second avènement de Jasmine Fitzgerald. Qu'est-ce qui cloche dans ce tableau? Pas grand-chose à première vue. Des mares de sang dans une disposition parfaitement cohérente avec l'emplacement de la victime. Pas de projection artificielle évidente. La boucherie est entièrement abdominale. Davantage répandue que giclée. Pas de slogan non plus, personne n'a gribouillé sur les murs. Helter Skelter, Satan est mon Dieu ou Elvis est en vie. Ce n'est une fois encore qu'un gâchis dégoûtant dans la cuisine d'un 2 pièces déjà bien bourré par ceux qui ont progressivement accumulé 2 vies. Il n'en reste plus qu'une seule, une femme, barbouillée de sang, qui hurle encore et encore son mantra en se débattant si fort que les policiers ont du mal à l'emmener. Il fallait que je le sauve, il fallait que je le sauve, il fallait que je le sauve. Preuve supplémentaire, si besoin était pour les flics présents, que les interventions à domicile sont les plus pourries. Elle ne l'a pas sauvé. Il est à présent évident que personne ne peut le faire. Il gît au milieu de ses propres intestins tandis que du sang et de la lymphe s'insinuent dans les interstices du carreau de linoléum. S'y croisent et recroisent, traçant sur la scène du crime une grille de coagulation bienvenue. De temps en temps, une bulle rouge apparaît et éclate sur les lèvres de l'homme. Ceux qui s'en rendent compte font mine de rien. L'arme, juste là, un très banal couteau à viande luisant de sang sur lequel sèchent des empreintes digitales, toujours à l'endroit exact où la femme l'a lâché. La seule chose qui manque est un mobile. D'après les voisins, c'était un couple tranquille. Lui était malade depuis plusieurs mois. Il n'était jamais beaucoup sorti. Aucun antécédent de violence. Il s'aimait profondément. Peut-être était-elle malade aussi. Peut-être obéissait-elle aux ordres donnés par une tumeur dans son cerveau. Ou peut-être s'agissait-il d'un enlèvement extraterrestre bâclé par des êtres à la peau grise, originaires de Zeta 2 réticuli, qui faisaient porter à un passant innocent la responsabilité de leur incompétence. Peut-être s'agissait-il d'une hallucination collective ou peut-être ne se passe-t-il rien du tout? Peut-être est-ce un acte de Dieu? Ils sont vite arrivés à elle. C'est un des avantages à tuer quelqu'un pendant les heures de bureau. Ils ont prélevé des échantillons, raclé des résidus sur les vêtements et la peau, pour le cas où quelqu'un émet un jour un doute sur l'origine du sang dont était barbouillée la femme. Ils ont fouillé l'appartement, interrogé voisins et parents, établi les premiers éléments d'identité. Jasmine Fitzgerald, 24 ans, blanche, cheveux bruns, thésarde, en solution globale de la relativité générale, quoi que puissent être ces conneries. Ils l'ont déshabillée, nettoyée, envoyée par l'intermédiaire d'un juge dans la salle d'interrogatoire numéro 1 du service d'assistance psychiatrique médico-légale. Ils ont mis quelqu'un dans cette salle avec elle. « Bonjour, Madame Fitzgerald. Je suis le docteur Thomas. Vous pouvez m'appeler Miles, si vous préférez, c'est mon prénom. » Elle le regarde bien en face. « Miles, alors ?» Elle semble calme, mais son visage porte encore des traces de larmes. « Vous êtes censé déterminer si je suis folle ou pas, j'imagine ? Si vous êtes apte à passer en jugement, oui. Je dois vous prévenir tout de suite que rien de ce que vous me direz ne restera forcément confidentiel, vous comprenez ?» Elle hoche la tête. Thomas s'assied en face d'elle. « Comment voulez-vous que je vous appelle ? Napoléon, Mahomet, Jésus-Christ ?» Ses lèvres frémissent, un soupçon de sourire qui disparaît aussitôt. « Pardon, je plaisantais. Jas irait parfaitement. » « Ça va ? Il vous traite comme il faut ?» Elle ricane. « Il me traite vachement bien, vu le monstre pour lequel ils me prennent. » Un silence, puis « Ce n'est pas vrai. Vous savez ? Que vous êtes un monstre ? Que je suis folle. J'ai subi très récemment un changement de paradigme, vous voyez.
Le monde entier paraît différent et j'ai toute ma tête, mais parfois instinctivement, enfin, sentir différemment les choses est parfois si difficile. Parlez-moi de ce changement de paradigme, suggère Thomas. Il prend bien soin de ne rien noter. Il n'a même pas de bloc-notes. Donc cela ait beaucoup d'importance. Le magnétophone, un micro-cassette dans son blazer, a des oreilles très sensibles. Les choses paraissent claires maintenant, dit-elle. Avant, elles ne l'étaient jamais. Je crois que pour la première fois de ma vie, je suis heureuse. Un nouveau sourire, plus long cette fois. Assez long pour que Thomas s'étonne de le trouver aussi sincère. Vous n'étiez pas heureuse en arrivant ici, rappelle-t-il doucement. Vous étiez très énervée, paraît-il. Ouais. Elle hoche la tête d'un air grave. C'est déjà assez dur de faire ces conneries sur soi-même, vous savez. Alors se risquer sur quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui on tient vraiment. Elle s'essuie un œil. Il se mourait depuis plus d'1 an. On vous l'avait dit? Il souffrait chaque jour un peu plus. On voyait presque le cancer proliférer en lui, comme une espèce de feuille qui brunit. Ou c'était peut-être la chimio. Je n'ai jamais pu décider quel était le pire des deux. Elle secoue la tête. Eh bien, au moins ça, c'est terminé maintenant. C'est pour ça que vous l'avez fait. Pour mettre fin à ses souffrances? Thomas sans doute. Les tueurs, par compassion, éviscèrent rarement l'objet de leur pitié. Ils posent la question malgré tout. Elle y répond. Bien sûr que j'ai merdé. Je ne suis arrivé qu'à empirer les choses. Elle joint les mains devant elle. Il me manque déjà, c'est dingue, non? Ça remonte à seulement quelques heures et je sais qu'il n'y a pas de quoi en faire un plat, mais il me manque quand même encore cette liaison tête-cœur. Oh, vous dites que vous avez merdé, relance Thomas. Elle prend une grande respiration. À fond. Racontez-moi ça. Je ne pige rien au débogage. Je croyais m'y connaître, mais quand on a affaire à des matières organiques, en réalité, je n'ai fait qu'aller foutre la merde dans le code à l'intérieur. On bousille tout quand on ne sait pas exactement ce qu'on fait. C'est là-dessus que je travaille en ce moment. Le débogage ? C'est le nom que je lui donne. Il n'y a pas encore de vrai mot pour ça. Oh, que si. À voix haute. Poursuivez. Jasmine Fitzgerald soupire, les yeux fermés. Vu les circonstances, je ne m'attends pas à ce que vous me croyiez, mais je l'aimais vraiment. Non, je l'aime vraiment. Sa respiration ressort en un léger pouffement, un rire chuchoté. Zut, voilà que je me remets à parler au passé. Parlez-moi du débogage. Je ne crois pas que vous soyez prêt pour ça, Miles. Je ne suis même pas sûr que ça vous intéresse vraiment. Elle ouvre les yeux, le regarde bien en face. Mais pour mémoire, Stu agonisait. J'ai essayé de le sauver. J'ai échoué. La prochaine fois, je ferai mieux, et encore mieux la fois d'après, jusqu'à ce que je finisse par y arriver. Et que se passera-t-il à ce moment-là? À vos yeux ou aux miens? Aux vôtres. Je répare les merdouilles dans la chaîne, ou si c'est plus simple, je duplique une version intacte de la sous-routine que je réintroduis dans la boucle principale. Bon, c'est du pareil au même. Ah? Et moi je verrai quoi? Elle hausse les épaules. Stu, ressuscitant d'entre les morts. Qu'est-ce qui cloche dans ce tableau? L'esprit de Jasmine Fitzgerald le regarde étalé sur la table dans des pages de questions standardisées. Quelque part là-dedans, sans doute, y a-t-il un monstre? Ce sont les outils de dissection du psychisme humain, l'échelle d'intelligence de Wechsler, le Minnesota Multiphasic Personality Inventory, le PDI, des marteaux, tous autant qu'ils sont, des ciseaux émoussés qui se font passer pour des microtomes. Il y a un exemplaire du DSM-4 sur le côté, épais livre de poche listant symptômes et pathologies, une matrice de petites cases.
Peut-être Fitzgerald rentre-t-elle dans l'une d'entre elles? Trouble explosif intermittent? Peut-être. Femme battue? Sociopathe ordinaire? Les résultats des tests ne sont pas concluants. C'est comme si elle lui riait au nez à chaque page, vrai ou faux. J'entends parfois des voix que personne d'autre n'entend. Elle a coché faux. Je me sens plus déprimé que d'habitude depuis quelque temps. Faux. Parfois, je suis tellement en colère que j'ai envie de frapper quelqu'un. Vrai. Avec une note manuscrite en marge. Et comme tout le monde, non? Il y a des traquenards un peu partout dans ces tests, des questions interdépendantes conçues pour piéger subtilement les menteurs dans l'auto-contradiction. Jasmine Fitzgerald les a tous évités. Est-elle d'une sincérité inhabituelle, trop maligne pour ces tests? Il ne semble rien y avoir là-dedans qui... Un instant. Qui était Louis Pasteur? Demande le test pour essayer d'évaluer le niveau d'instruction. Un virus, a répondu Fitzgerald. Remontez dans la liste. En voilà un autre, page précédente. Qui était Winston Churchill? Là encore, un virus. Et 15 questions avant. Qui était Florence Nightingale? Une infirmière célèbre, a cette fois répondu Fitzgerald. Et ses réponses à toutes les questions précédentes sur des personnalités historiques sont d'une exactitude banale. Mais après Nightingale, tout le monde est un virus. Tuer un virus n'est pas un péché. On peut le faire sans le moindre problème de conscience. Peut-être est-elle en train de redéfinir la nature de son acte. Peut-être est-ce sa manière de se supporter désormais. Ce n'est pas plus mal. Son histoire de résurrection n'a rien de convaincant. Quand Thomas entre, elle est affalée sur la table, la tête sur ses bras repliés. Elle se racle la gorge. Jasmine? Aucune réaction. Il tend la main, lui effleure l'épaule. Elle relève la tête d'un mouvement fluide sans la moindre trace de sommeil. Elle se redresse, s'appuie au dossier, lui sourit. « Vous revoilà alors. Je suis folle ou pas ?» Thomas lui rend son sourire avant de s'asseoir en face d'elle. Nous essayons d'éviter les termes porteurs de préjugés. Oui, je peux encaisser, je ne suis pas du genre à piquer des crises de rage. Une image vient à l'esprit de Thomas. Le mari adoré, ses entrailles répandues comme des ailes de papillon sur des carreaux de linoléum. Bien sûr que non, pas de crise de rage pour toi. Il nous faut un mot tout neuf pour décrire ce que tu as fait. C'était des bogages, non? Je regardais les résultats de vos tests. Commence-t-il? J'ai réussi? Ça ne marche pas comme ça, mais certaines de vos réponses m'ont intrigué. Elle pince les lèvres. Tant mieux. Parlez-moi des virus. À nouveau ce sourire radieux. D'accord, des chaînes d'information mutables qui ne peuvent se reproduire ou détourner du code source externe. Poursuivez. Vous avez entendu parler des Core Wars? Non. Au début des années 80, des types se sont réunis pour écrire un tas de programmes informatiques autoréplicants. L'idée était de les placer en concurrence dans le même espace mémoire dont ils devaient se disputer le contrôle. Ils avaient tous leurs petits trucs pour se défendre et se reproduire et bien entendu bouffer leurs concurrents. Oh, vous voulez parler de virus informatique? En fait, c'était avant tout ça. Fitzgerald se tait quelques instants, incline la tête. Il vous arrive de vous demander à quoi ça ressemblerait d'être un de ces petits programmes, de se balader en pondant des œufs, en larguant des bombes logiques et en interagissant avec d'autres virus? Thomas hausse les épaules. Je n'avais encore jamais entendu parler d'eux. Pourquoi? Ça vous arrive, à vous? Non, plus maintenant. Poursuivez. L'expression de la jeune femme change. Vous savez, discuter avec vous donne un peu l'impression de parler à un programme. Vous ne faites que dire « poursuivez » et « racontez-moi plus » et... Enfin, Miles, des programmes thérapeutiques écrits dans les années 60 allaient plus loin que vous, même en basique. Exprimez une opinion, bon sang. Ce n'est qu'une technique, Jas. Je ne suis pas là pour débattre avec vous, aussi intéressant que cela puisse être.
J'essaie d'évaluer votre aptitude à passer en jugement. Ce ne sont pas vraiment mes opinions dont il est question. » Elle soupire et s'affaisse un peu. « Je sais, je suis désolé. Je comprends bien que vous n'êtes pas là pour me divertir, mais avant, je pouvais... Je veux dire, Stuart serait toujours si... Oh mon Dieu, il me manque tellement. » Avoue-t-elle, le regard triste et brillant. « C'est une tueuse, se dit-il. Ne la laisse pas t'entraîner dans son jeu. Évalue-la, c'est tout. On ne te demande rien de plus. Ne commence pas à l'apprécier, bon sang. » « C'est compréhensible, » dit Thomas. Elle pouffe. « N'importe quoi, vous ne pigez rien. Vous savez ce qu'il a fait la première fois qu'il est parti en chimio ? Je révisais pour mes examens, et il m'a piqué mes manuels. » « Ouais, pourquoi faire ? Parce qu'il savait que je ne révisais pas chez nous. J'étais complètement effondré. Quand je suis allé le voir à l'hosto, il a sorti ses fichus manuels de sous son lit pour commencer à m'interroger sur Dirac ou sur les limites de Bekenstein. Il était en train de mourir, et tout ce qu'il voulait, c'était m'aider à me préparer à un examen pourri. Je ferais n'importe quoi pour lui. « Eh bien, ne dis pas Thomas, tu en as certainement fait davantage que beaucoup de monde. J'ai hâte de le revoir, » ajoute-t-elle presque comme si elle y pensait après coup. « Ce sera quand, Jas ? À votre avis ?» Elle le regarde et le chagrin mêlé de désespoir qu'il croyait voir dans ses yeux a soudain disparu. La plupart des gens, s'ils disaient ça, parleraient de la vie après la mort. Elle lui accorde un petit sourire triste. « On est dans la vie après la mort, Miles. On est au paradis et en enfer, et on a atteint le nirvana. Choisissez ce que vous voulez, là, maintenant. » « Oui, » répond Thomas au bout de quelques instants. « Bien sûr. » Il la déçoit, et ce sentiment flotte entre eux comme une accusation. « Vous ne croyez pas en Dieu, c'est ça ?» demande-t-elle enfin. « Et vous ?» renvoie-t-il. « Avant, non, mais il se trouve qu'il y a des indices, et même des preuves. Oh, du genre ? La masse du quark top, la largeur du boson de Higgs. On ne peut pas les lire d'une autre manière quand on sait ce qu'on cherche. Vous vous y connaissez en physique quantique, Miles ? » Il secoue la tête. « Bon, pas particulièrement, non. Rien n'existe vraiment, du moins au niveau subatomique. Tout n'est qu'onde de probabilité jusqu'à ce que quelqu'un regarde en tout cas. Alors l'onde s'effondre et on obtient ce que nous appelons réalité. Mais ça ne peut arriver qu'avec un observateur pour lancer le mouvement. » Thomas plisse les yeux, essaie d'insérer un peu de compréhension dans son cerveau. « Vous voulez dire que si on ne regardait pas cette table, elle n'existerait pas ?» Fitzgerald hoche la tête. « Plus ou moins. » Ce sourire lui naît une seconde fois au coin des lèvres. Il essaie de le faire réapparaître. « Dieu est donc l'observateur, c'est ce que vous voulez dire. Dieu observe tous les atomes pour que l'univers puisse exister. » Je n'y avais pas pensé de cette manière. Le sourire se transforme en mots concentrés. C'est davantage métaphorique que mathématique, mais l'idée est plutôt cool. Est-ce que Dieu vous observait hier ? Elle relève la tête, l'air distrait. Pardon ? Est-ce qu'il communique avec vous ? Son visage se vide de toute expression. Est-ce que Dieu m'ordonne de faire certaines choses, vous voulez dire ? Est-ce que Dieu m'a ordonné de découper Stu comme... Sa respiration sort en sifflant entre ses dents. Non, Miles, je n'entends pas de voix. Charles Monson ne me visite pas en rêve pour me murmurer des mots doux. J'ai déjà répondu à tout ça dans votre questionnaire, alors foutez-moi la paix là-dessus, d'accord ? Il lève les mains en un geste d'apaisement. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Jasmine. Menteur. Pardon si ça y ressemblait, c'est juste que, enfin, Dieu, la mécanique quantique, ça fait beaucoup à avaler à la fois, non ? C'est stupéfiant. Elle le dévisage, le regard méfiant. Ouais, j'imagine, il m'arrive de l'oublier. Elle se détend un peu. Mais tout est vrai.
Les mathématiques sont implacables. On peut changer la nature de la réalité rien qu'en la regardant. Vous avez raison, c'est stupéfiant. Mais seulement au niveau subatomique, pas vrai? Vous n'êtes pas vraiment en train de me dire qu'on pourrait faire disparaître cette table rien qu'en l'ignorant, si? Le regard de Fitzgerald se pose sur un endroit dans le dos de Thomas, juste à sa droite, à peu près là où doit se trouver la porte. « Eh bien non, » répond-elle enfin, « pas sans beaucoup d'entraînement. » Qu'est-ce qui cloche dans ce tableau? À part ce qui saute aux yeux, évidemment, à part l'incision verticale qui descend du sternum pour se terminer environ 2 cm sous le nombril, assez profonde pour traverser la musculature abdominale jusqu'aux viscères. À part les dentelures des rebords de la plaie qui laissent penser à l'utilisation d'une lame, pas très affûtée de toute évidence. Non. N'allons pas plus vite que la musique. L'art du coroner est systématique, rien de moins. Bon, d'accord. Homme blanc d'environ 25 ans, morphologie externe déjà détaillée, perte de cheveux et contusion compatible avec la toxicité d'une chimiothérapie. Ongles manquants sur l'index et l'annulaire droit, idem. Le défunt était en mauvaise santé au moment de sa mort. Mauvaise santé due à la maladie, empoisonnement dû au traitement, et juste au moment où vous pensiez que ça ne pouvait être pire. On entre à l'intérieur, la plaie engloutit les doigts recouverts de caoutchouc du coroner, tel un énorme vagin déchiré au milieu des lèvres coagulées et cristallisées. Les viscères habituels luisent à l'intérieur, remis dans l'abdomen par les brancardiers venus emporter le corps et qui ont dû, pour cela, ramasser ce qui traînait. Peut-être cette opération a-t-elle fait disparaître des preuves. Peut-être le tueur avait-il disposé les entrailles d'une manière significative. Peut-être le système gastro-intestinal donnait-il un indice. Épelait-il un nom impie. Aucune importance. Tout a été pris en photo. Le mésentère s'étire comme un fin latex, reliant l'une à l'autre les boucles de l'intestin, en les serrant un peu trop d'ailleurs. On dirait qu'il y a des sortes de fistules ici et là, sur le bas de l'iléon. Les boucles semblent avoir fusionné en quelques endroits. Qu'est-ce qui pouvait avoir provoqué une telle chose? Aucune explication ne vient à l'esprit. En prendre note, l'enregistrer, prélever un échantillon pour analyse histologique détaillée, passer à la suite. Le scalpel traverse les organes aussi facilement que des pâtes trop cuites. De la bile filandreuse et des amas de matière préfécale tombent mollement dans un bac collecteur. Quelque chose saille derrière eux, sur la paroi dorsale, quelque chose d'un blanc qui brille, comme de l'os à un endroit où il ne devait pas y en avoir, coupé, resséqué là, une masse d'environ 10 sur 15 cm qui recouvre le rein droit en descendant jusqu'à la vessie, très hétérogène. Il y a des espèces de grumeaux à l'intérieur, une tumeur. Est-ce contre cette chose que se battaient les médecins de Stuart McLennan quand ils l'ont rempli de poison? Ça ne ressemble à aucune des tumeurs que le coroner a vues dans sa vie. Déjà, pour commencer, c'est vraiment bizarre, cette chose lui rend son regard. Son bureau est des plus spartiates. Pas un seul papier qui traîne, pas un seul papier nulle part en fait. La surface est aussi uniforme que le monolithe de Kubrick, à part la station de travail Sun, placée exactement au milieu et un présentoir à CD et 2 billets sur la gauche. Je me disais bien que je la connaissais, lance-t-il, quand je l'ai vue dans les journaux. Mais je n'arrivais plus à me rappeler où. Le directeur de thèse de Jasmine Fitzgerald. J'imagine que vous avez beaucoup d'étudiants, insinue Thomas. Oh, beaucoup, oui. Il se penche sur le clavier, lance une recherche, que je n'ai pas encore tous rencontrés d'ailleurs. Il y en a un ou deux en Europe avec qui je corresponds uniquement par Internet. J'espère les rencontrer cet été à Berne. Ah, voilà. Elle ne ressemble pas du tout à sa photo dans les médias.
Elle ne vit pas en Europe, professeur Russell. Non, elle vit ici, mais elle a fait ses recherches au CERN. C'est sacrément difficile d'arriver à quoi que ce soit ici, depuis l'abandon du projet de super-collisionneur. Ah, quoi? Elle est en congé. Je me souviens d'elle maintenant. Elle a mis sa thèse en attente il y a environ 18 mois. Quelqu'un de malade dans sa famille, si ma mémoire est bonne. Russell examine l'écran et semble réaliser tout à coup ce qu'il voit. Elle a tué son mari? Elle l'a tué? Thomas hoche la tête. Bon Dieu! Russell secoue la tête. Ça ne lui ressemble pas. Elle qui était toujours si... si gaie. Elle est encore par moments. Bon Dieu, répète-t-il. Et qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle a des crises de délire très élaborées. Elle formule des illusions dans tout un tas de termes techniques que je ne comprends pas. Je veux dire, pour ce que j'en sais, ce qu'elle raconte pourrait bien tenir debout. Non, oubliez ce que je viens de dire. Elle ne peut pas tenir de paroles sensées, mais je n'ai pas le bagage nécessaire pour comprendre vraiment ces allégations. De quel genre sont-elles? Pour commencer, elle n'arrête pas de parler de ramener son mari d'entre les morts. Je vois. Vous ne semblez pas surpris? Je devrais? Vous la disiez délirante. Thomas prend une grande respiration. Professeur Russell, je lis beaucoup depuis 2 ou 3 jours, des ouvrages de vulgarisation sur la cosmologie, de mécanique quantique pour débutants, ce genre de choses. Russell a un sourire complaisant. J'imagine qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. J'ai l'impression qu'une grande partie de ce qui se produit au niveau subatomique a des accents quasi religieux, apparition spontanée de matière, existence simultanée dans divers états. C'est presque spirituel. Sans doute, oui, en quelque sorte. De manière générale, les cosmologistes sont-ils croyants? Pas vraiment. Russell tambourine ses doigts sur son monolithe. C'est un domaine tellement bizarre qu'on n'a pas besoin de religion par-dessus le marché. Quelques cultes orientaux ont des discours qui évoquent vaguement la mécanique quantique, mais les ressemblances restent plutôt superficielles. Rien de plus. Disons chrétien. Rien qui conduirait quelqu'un à croire à un Dieu unique et omniscient qui ressuscite les morts. Mon Dieu, non. Oh, à part ce Tipler. Russell se penche en avant. Pourquoi Jasmine Fitzgerald n'est pas devenue chrétienne? Si, son ton laisse penser qu'un meurtre, c'est une chose, mais alors ça? Je ne crois pas, le rassure Thomas, à moins que la doctrine chrétienne ne se soit assouplie pour inclure le sacrifice humain. Oui, exactement. Russell, l'air satisfait, se laisse à nouveau aller contre son dossier. Qui est Tipler? Demande Thomas. Russell cligne des yeux, retrouve le fil. Ah oui, Frank Tipler, un cosmologiste de l'université Tulane, disant avoir une preuve mathématique vérifiable de l'existence de Dieu et de la vie après la mort, si je me souviens bien. Ça a fait pas mal de bruit il y a quelques années. Mais ça vous a laissé froid, j'imagine. En fait, je n'ai suivi ça que de loin. La théologie ne m'intéresse pas particulièrement. Je veux dire que la physique prouve l'existence ou l'inexistence d'un Dieu, d'accord, mais ce n'est pas vraiment le but. Si? Je ne pourrais pas vous dire. Il me semble pourtant que ce serait un sacré produit dérivé. Russell sourit. J'imagine que vous n'avez pas la référence, glisse Thomas. Oh si, bien sûr, un instant. Russell insère un CD dans la station de travail et s'active sur le clavier. La sonne ronronne. Ah, voilà. Je peux vous imprimer la citation entière si vous voulez. Avec plaisir. Et donc, en quoi consiste sa preuve? Le professeur affiche ce qui ressemble à un tout petit souris. En 30 mots maximum, ajoute Thomas, pour les imbéciles. Eh bien, en gros, il avance que dans quelques milliards d'années, la vie s'intégrera dans un énorme dispositif informatique à effet quantique pour éviter de disparaître au moment où l'univers s'effondrera. Je croyais que l'univers n'allait pas s'effondrer, intervient Thomas, qu'on avait la preuve qu'il continuerait à se dilater. Ouais, c'était l'année dernière.
se contente de répondre Russell. Vous permettez que je continue? Oui, bien entendu. Merci. Donc, Tipler avance que dans quelques milliards d'années, la vie s'intégrera dans un énorme dispositif informatique à effet quantique pour éviter de disparaître au moment où l'univers s'effondrera. Processus dont fait partie intégrante la reproduction exacte de tout ce qui s'est produit à un moment ou à un autre dans l'univers, jusqu'au niveau quantique, ainsi que les variations possibles de ces événements. À côté du bureau, une langue de papier sort de l'imprimante. Russell l'extrait et l'attend à Thomas. Dieu est donc un super ordinateur à la fin des temps, et nous serons tous ressuscités dans un méga modèle de simulation? Eh bien, hésite Russell. La caricature semble lui infliger une douleur physique. J'imagine, finit-il par répondre à contre-cœur. En 30 mots maximum, comme vous dites. Waouh! Les délires de Fitzgerald semblent soudain très terre à terre. Mais s'il a raison, on s'accorde généralement à penser que non, cela d'intervenir Russell. Oui, mais si le modèle est une reproduction exacte, comment faire la différence entre la vraie vie et la vie après la mort? Je veux dire, à quoi ça servirait même? Eh bien, à éviter la disparition ultime, soi-disant. Quant à la manière de faire la différence, Russell secoue la tête. À vrai dire, je ne suis jamais allé au bout du bouquin. Je vous le répète, la théologie ne m'intéresse pas particulièrement. Thomas secoue la tête. Je trouve ça incroyable. Comme beaucoup de monde. Russell ajoute ensuite, presque d'un ton d'excuse, les preuves théoriques de Tipler allaient assez loin si mes souvenirs sont bons. J'imagine. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Russell hausse les épaules. Qu'arrive-t-il à un type assez bête pour proposer une nouvelle façon de voir le monde? Il s'est fait mettre en pièces par un banc de requins affamés, façon de parler. Je ne sais pas où il a fini. Qu'est-ce qui cloche dans ce tableau? Rien. Tout. Arraché au sommeil, Miles Thomas explore du regard son studio obscur en essayant de se convaincre que rien n'a changé. Et rien n'a changé. Les vagues bruits de circulation nocturne sont les mêmes que d'habitude. Des parallélogrammes gris s'étalent sur le mur et sur le plafond, ombre légèrement lumineuse de la fenêtre de sa chambre projetée par un lointain réverbère. Nathalie n'est toujours pas revenue, côté gauche du lit. Elle en est partie depuis si longtemps désormais que son absence ne semble même plus anormale. Il consulte son réveil à l'aide, 2h35. Quelque chose est différent. Rien n'a changé. Ou peut-être une chose. L'ouvrage hérétique de Tipler est posé sur la table de nuit, sa couverture en plastique reflétant les segments rouges du réveil. Il fait trop sombre pour distinguer les lettres, mais on n'oublie pas un titre de ce genre. Miles Thomas l'a ouvert au hasard quand il l'a emprunté à la bibliothèque cet après-midi-là. Lemme 1 est comme nous obtenons, qui est tout simplement E3, et E3 ne peut se concevoir que si... Il l'a alors jeté dans sa mallette confus et dégoûté. Il ne sait même pas pourquoi il a fait l'effort de se procurer cette connerie. Jasmine Fitzgerald délire. C'est simple comme bonjour, pour des raisons que personne ne demande à Miles Thomas de comprendre, elle a découpé son mari sur le sol de la cuisine. Elle s'invente maintenant toutes sortes d'excuses pour défaire ce qui ne peut être défait, et qu'elle drape ses délires de charabia cosmologique ne la rend pas plus crédible. Il s'attendait à quoi? À devenir mécanicien quantique du jour au lendemain? Va-t-il apprendre ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'il a besoin de savoir pour débusquer les failles dans son histoire soigneusement construite? Pourquoi même s'en soucie-t-il? Et voilà que le livre de Tipler est là devant lui à 2h30 du matin, bordel! Et quelque chose a changé, il en est presque sûr, mais malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à savoir quoi. Il se sent différent, voilà tout, sans trop savoir comment, il se sent réveillé. C'est ça, tu ne pourrais pas te rendormir même si ta vie en dépendait. Miles Thomas soupire et allume la lampe de chevet, les yeux plissés pour s'habituer à la lumière. Il attrape le livre, incriminé.
Étonnamment, certaines pages paraissent presque compréhensibles. Oh, elle n'est pas là, l'informe l'aide-soignant. Hier soir, on a été obligé de la transférer à côté. Autrement dit, à l'hôpital? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Aucune idée. Convulsion, cyanose. On l'a cru fichu, pour tout dire. Mais quand le médecin est arrivé, il n'a rien trouvé d'anormal. Ça ne tient pas debout. Je ne vous le fais pas dire. C'est toujours pareil avec cette salle... Avec cette cinglée. L'aide-soignant s'éloigne dans le couloir, les sourcils froncés. Jasmine Fitzgerald occupe un lit aux draps si tendus qui lui font comme une camisole de force. Ses yeux restent fixés sans ciller sur le plafond. Un infirmier est assis à son chevet, l'ennui et la curiosité à parts égales sur son visage. « Comment va-t-elle » demande Thomas. « Je ne sais pas trop, » répond l'homme. « Ça semble aller maintenant ?»« Je ne trouve pas. Elle a presque l'air catatonique. » Fausse impression. Hein, Jas? Nous sommes désolés, répond avec entrain la jeune femme. Votre correspondant n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message et nous vous recontacterons dès que possible. Puis, salut Miles, contente de vous revoir. Son regard ne décolle pas des dalles acoustiques du plafond. Vous feriez mieux de cligner des yeux un jour, conseille Thomas. Vos globes oculaires vont sécher. Rien qu'une judicieuse petite modif ne puisse régler, répond-elle. Thomas se tourne vers l'infirmier. Vous voulez bien nous excuser quelques minutes? Oh, pas de problème. Je serai à la cafette si besoin. Thomas attend que la porte se referme. Bon, Jas, quelle est la masse du boson de Higgs? Elle cligne des yeux, sourit, tourne la tête vers lui. 228 giga-électronvolts, répond-elle. Super, quelqu'un a lu mon sujet de thèse? Pas seulement. C'est une des prédictions de Tipler qu'on peut vérifier, pas vrai? Son sourire s'élargit. La prédiction cruciale même. Les autres sont assez évidentes. Et vous l'avez vérifiée? Ouais, au CERN. Alors, comment vous avez trouvé son livre? Oh, je ne l'ai pas lu en entier, avoue Thomas. C'est assez ardu. Oh, pardon, c'est ma faute. Comment ça? J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide, alors je vous ai un peu gonflé le moteur. J'ai accéléré votre vitesse de traitement. Pas assez, il faut croire. Une espèce de frisson dans le dos de Thomas. Je ne sais pas trop. Il se frotte le menton. Il a oublié de se raser en se levant. Ce que vous voulez dire par là? Bien sûr que si, mais vous n'y croyez pas, voilà tout. Fitzgerald se tortille sous ses draps, se redresse le dos contre un oreiller. Ce n'est qu'une différence de sémantique, Miles. Vous parliez de délire, nous autres, geeks physiciens, d'hypothèses. Thomas a un hochement de tête incertain. Allez, dites-le, Miles. Je sais que vous en mourrez d'envie. Poursuivez, lâche-t-il, bizarrement incapable de s'en empêcher. Puisque vous insistez, docteur. Je croyais que je devais m'occuper de tout moi-même, et je ne peux pas. Trop de variables, vous voyez, même en y accédant individuellement, impossible de les suivre toutes à la fois. Quand j'ai essayé, je me suis emmêlé les pinceaux et tout a... Soudain, son visage est sombre. Un souvenir peut-être, qui se ferait un chemin dans toutes ces couches d'artifice complexes. Tout est allé de travers, achève-t-elle doucement. Thomas hoche la tête, prend soin de parler d'une voix basse et apaisante. De quoi vous vous souvenez en ce moment, Jas? Vous savez très bien de quoi, chuchote-t-elle. Je lui ai ouvert le ventre. Oui, il mourait. Il était en train de mourir. J'ai essayé de le réparer. J'ai essayé de corriger le code. Mais il y a eu un problème et... Il attend. Le silence s'éternise. Et je ne savais pas lequel. Je ne pouvais pas le corriger sans voir où je m'étais trompé, si bien que je lui ai ouvert le ventre. Son front se plisse tout à coup. Thomas est incapable de dire pourquoi, souvenir, remords. « Je suis allé trop loin », dit-elle enfin. Non. Concentration.
Elle reconstruit ses défenses, elle repousse le sommet de cet iceberg sanglant sous la surface. La tâche ne doit pas être aisée. Thomas le voit, pesant et d'une grande flottabilité qui essaie de remonter les profondeurs tandis que Jasmine Fitzgerald appuie dessus de tout son poids en faisant désespérément mine de rien. Je sais que ça ne doit pas être facile d'y penser, dit Thomas. Elle hausse les épaules. Parfois l'iceberg s'en va. Quand je me remets à penser de la même manière qu'avant, les vieilles habitudes ont la vie dure, il s'en va, mais je m'en remets. Le front se déplisse. Il n'est plus là. Je vous ai parlé des Corwars, vous vous souvenez ? Demande-t-elle gaiement. Au bout d'un moment, Thomas hoche la tête. Tous les virus se reproduisent, mais certains des meilleurs peuvent écrire des macros, même si micro serait un nom plus adapté. À d'autres adresses, des petites sous-routines autonomes qui exécutent des tâches simples. Et certaines d'entre elles peuvent se reproduire aussi. Vous voyez où je veux en venir ? Bon, pas vraiment, répond tranquillement Thomas. J'aurais vraiment dû vous gonfler un peu plus le moteur. Bref, ces petites routines, elles peuvent gérer toute la maintenance. Chacune suit quelques variables et chaque fois qu'elles se reproduisent, il y en a quelques-unes de plus, si bien qu'assez vite, il n'y a plus de limite de taille au problème que vous pouvez gérer. Bon sang, vous pourriez réécrire ce fichu système d'exploitation de A à Z sans avoir à vous inquiéter des détails. Tous ces petits démons s'en chargeraient à votre place. Ne sommes-nous tous que des virus pour vous, Jas ? La question la fait rire, mais pas méchamment. Ah, Miles, c'est un terme technique, pas un jugement moral. La vie est information façonnée par la sélection naturelle. Je ne veux rien dire de plus par là. Et vous avez appris à réécrire le code ? Elle secoue la tête. Je continue à apprendre, mais je m'améliore de jour en jour. Et je vois. Thomas fait semblant de consulter sa montre. Il ne connaît toujours pas le jargon. Il ne le connaîtra jamais. Mais au moins, enfin, il sait d'où vient Fitzgerald. Il ne reste plus rien, sinon les derniers lieux communs. C'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant, Jasmine. Je tiens à vous remercier de vous être montrée aussi coopérative. Je sais à quel point ça doit être dur pour vous. Elle incline la tête dans sa direction en souriant. Alors c'est le moment des adieux, Miles. Vous êtes très loin de m'avoir soigné. Il lui rend son sourire. Il sent presque chaque fibre de ses muscles se contracter, la tension s'accroître sur les tendons de son visage, les tissus mous s'étirer sur ses os, le manque total de sincérité d'un processus purement mécanique. Je ne suis pas là pour ça, Jas. Oh oui ? Vous évaluez mon aptitude ? Thomas hoche la tête. Et donc, demande-t-elle au bout d'un moment, je suis apte ? Il reprend sa respiration. Je crois que vous avez des problèmes auxquels vous n'avez pas fait face, mais vous pouvez comprendre les avocats, à coup sûr, suivre les procédures que le tribunal lancera sans doute contre vous. D'un point de vue légal, cela signifie que vous pouvez être jugé. Ah ? Donc, je ne suis ni saine d'esprit, ni assez folle pour m'en tirer, hein ? J'espère que ça se passera bien pour vous. Sur ce point au moins, il est sincère. Oh, sûrement, dit-elle en toute décontraction. Ne vous inquiétez pas pour ça. Combien de temps est-ce que je vais encore rester ici ? Peut-être 3 semaines ? La durée habituelle est de 30 jours. Mais vous en avez fini avec moi. Pourquoi rester encore aussi longtemps ? Il hausse les épaules. On n'a nulle part d'autre où vous mettre pour l'instant. Ah ? Elle y réfléchit. C'est assez bien, je pense. Ça me donnera davantage de temps pour m'entraîner. Oui. Au revoir, Jasmine. Dommage que vous ayez raté Stuart, lance-t-elle dans son dos. Il vous aurait plu. Je l'emmènerai peut-être vous rendre visite un jour. La poignée de porte résiste. Il fait une nouvelle tentative. Un problème ?
demanda Fitzgerald. Non, répond Thomas un peu trop vite. C'est juste que... Ah oui, un instant. Il l'entend remuer sous ses draps. Il tourne la tête. Allongée sur le dos, Jasmine Fitzgerald fixe le plafond d'un regard qui ne scille pas. Elle respire rapidement et de manière superficielle. La poignée de porte semble un peu plus chaude dans la main de Thomas. Il la lâche. « Ça va ?»« Bien sûr, » répond-elle au plafond. « Je suis juste fatiguée. Ça vous prend un peu d'énergie, vous savez. »« Appelle l'infirmier, » pensa-t-il. « Non, vraiment, j'ai juste besoin de repos. » Elle le regarde une dernière fois, glousse. « Mais il me reste tant de miles à parcourir avant de dormir, comme dit le poème. » Le docteur Desjardins, je vous prie. Lui-même ? Est-ce que c'est vous qui avez autopsié Stuart McLennan ? Un petit silence, puis... Qui est à l'appareil ? Miles Thomas, je suis psychologue pour le SAPM. Jasmine Fitzgerald était une de mes clientes. Le téléphone reste muet dans sa main. En lisant votre rapport pour écrire mon évaluation, j'ai remarqué 2 ou 3 choses dans vos découvertes. C'est un rapport préliminaire. Le couple Desjardins. La version définitive sera disponible sous peu. Je comprends bien, docteur, mais je comprends aussi que McLennan a, été mortellement blessé. On l'a éventré comme un poisson. Répondit Jardin. D'accord. Pourtant, votre rapport préliminaire indique une cause de décès indéterminée. Parce que je n'ai pas déterminé la cause du décès. Soit. Je crois que je ne comprends pas bien ce que ce pourrait être d'autre. Vous n'avez trouvé aucune toxine dans l'organisme, du moins aucune autre que celle impliquée dans la chimiothérapie de McLennan, et aucune autre blessure que ces fistules et ces tératomes. Le téléphone glapit dans la main de Thomas. Un horrible petit rire. Vous savez ce qu'est un tératome ? S'étonne Desjardins. Je suppose que c'était lié à son cancer. Avez-vous déjà entendu l'expression kyste primordial ? Non. J'espère que vous ne sortez pas de table. De temps en temps, on trouve un amas de prolifération cellulaire qui se balade dans la cavité abdominale. Quelque chose active les gènes dormants. Il y a beaucoup d'explications possibles à ça, mais résultat, il arrive que des dents, des cheveux et des os poussent dans ces amas, qui atteignent parfois la taille d'un pamplemousse. Mon Dieu ! McLennan en avait un dans le corps. C'est ce que j'ai cru au début, mais c'était un bout de son rein, sauf qu'un œil en sortait. Et pareil avec la plupart de ces ganglions lymphatiques abdominaux. Les conduits étaient bouchés par des cheveux et par quelque chose qui ressemblait à un ongle. C'était kératinisé en tout cas. Mais quelle horreur ! Murmure Thomas. Sans blague ? Surtout qu'il avait le diaphragme perforé et la moitié des replis de son intestin grêle fusionnés. Mais je le croyais atteint de leucémie. Exact. Mais c'est pas ça qui l'a tué. Vous voulez donc dire que ces tératomes ont pu jouer un rôle dans sa mort ? Je ne vois pas comment. Répond Desjardins. Mais... Écoutez, je n'ai peut-être pas été assez clair. Je doute que Stuart McLennan ait succombé au talent de bouchère de son épouse parce que n'importe laquelle des anomalies que j'ai trouvées aurait dû le tuer en quelques instants. Mais c'est quasiment impossible, non ? Enfin, qu'en disent les policiers chargés de l'enquête ? Franchement, je ne crois pas qu'ils aient lu mon rapport. Grommelle Desjardins. Vous non plus, apparemment, sinon vous m'auriez appelé plus tôt. Eh bien, ce n'était pas vraiment indispensable pour mon évaluation, docteur Desjardins. En plus, il semblait tellement évident que... Oui, bien sûr. Quand on voit quelqu'un ouvert de l'entrejambe au sternum, pas besoin de rapport pour savoir de quoi il est mort. Qui se soucie de quelques anomalies congénitales à la con. Congé, vous voulez dire né avec ? Sauf que dans ce cas, il n'aurait jamais vécu assez longtemps pour prendre sa première respiration. Et donc ? Donc, la femme de Stuart McLennan n'a pas pu le tuer, vu que sur le plan physiologique, il ne pouvait absolument pas avoir été en vie. Thomas regarde fixement le téléphone. L'appareil n'apporte aucun démenti. Mais il avait 28 ans.
Comment est-ce possible ? Dieu seul le sait. Répond Desjardins. Si vous voulez mon avis, c'est un putain de miracle. Qu'est-ce qui cloche dans ce tableau ? Il n'en est pas tout à fait certain, car il ne sait pas complètement à quoi il s'attendait. Pas de tombe ouverte, pas de pierre spectaculairement roulée à l'écart du sépulcre. Non, bien sûr que non. Jasmine Fitzgerald dirait sans doute que ses pouvoirs sont trop subtils pour quelque chose d'aussi visiblement théâtral. Pourquoi laisser un tas de terre à côté d'une tombe béante et un cercueil rouvert quand on peut se contenter de réécrire le code ? Elle est assise, jambes croisées, sur la tombe intacte de son mari, quels que soient les pouvoirs qu'elle prétend détenir. Il ne la protège pas de la petite pluie fine qui lui tombe sur le crâne. Elle n'a même pas de parapluie. Miles, le salue-t-elle sans lever les yeux. Je me disais bien que ce devait être vous. Aucune trace de son sourire radieux, de sa rayonnante expression de déni joyeux. Son visage était aussi inexpressif que doit l'être celui de son mari 2 mètres plus bas. « Bonjour, Jas. Comment avez-vous fait pour me trouver ?» lui demande-t-elle. « Le SAPM a piqué une crise quand vous avez disparu. On est en train d'appeler tous ceux qui vous connaissent de près ou de loin pour essayer de comprendre comment vous êtes sortis, où vous pourriez être. » Elle triture la terre fraîche entre ses ongles. « Vous leur avez dit ?»« Je n'ai pas pensé tout de suite à cet endroit, » ment-il. Puis pour se racheter. « Et je ne sais pas comment vous êtes sortis. »« Mais si, Miles, vous-même le faites tout le temps. » « Poursuivez, intime-t-il, délibérément. Elle sourit, mais cela ne dure pas. « On est arrivé ici de la même manière, Miles. On s'est copié d'une adresse à une autre. La seule différence, c'est que vous êtes toujours obligé de passer de A à B, puis à C. Moi, je vais directement à Z. Je ne peux pas accepter ça. Toujours à douter, hein ? Comment pouvez-vous apprécier le paradis si vous n'arrivez même pas à le reconnaître comme tel ? » Elle a fini par lever les yeux sur lui. « On devrait vous apprendre la différence entre empirisme et entêtement, docteur. Vous savez d'où ça sort ?» Il secoue la tête. « Bon, ce n'est pas important. » Il baisse à nouveau la tête. Des mèches de cheveux humides lui tombent sur le visage. « Il ne voulait pas me laisser venir aux obsèques. Vous n'avez pas besoin de leur permission, apparemment. Pas maintenant. C'était il y a quelques jours. Je n'avais pas encore éliminé tous les bugs. » Elle plonge une main dans la terre humide. « Vous savez ce que je lui ai fait ? Avant de le découper ? Je ne... Pas vraiment, je... Mais vous le savez, insiste-t-elle. Il finit par hocher la tête, bien qu'il ne la regarde pas. La pluie redouble. Thomas frissonne sous son coupe-vent. Fitzgerald semble ne s'apercevoir de rien. « Et maintenant ?» finit-il par demander. « Je ne sais pas trop. Tout ça semblait si simple au début, vous voyez. J'aimais Stuart, je l'aimais de tout mon cœur et sans réserve. J'allais le faire revenir dès que j'aurais appris comment. J'allais le faire correctement cette fois-ci. Et je continue à l'aimer vraiment, mais bon sang, je n'apprécie pas tout chez lui, vous comprenez ? C'était un vrai flemmard des fois. Et niveau musique, il avait des goûts de merde. Donc, tant qu'à faire, je me dis, pourquoi me contenter de le ramener ? Pourquoi ne pas, disons, améliorer 2 ou 3 petits trucs chez lui ? C'est ce que vous allez faire ? Je ne sais pas. Je liste tout ce que je changerais et peut-être qu'en fin de compte, ce serait mieux de repartir de zéro, en moins intensif, sur le plan informatique. J'espère que vous êtes vraiment délirante. Ce n'était pas très malin de le dire, mais il s'en fiche tout à coup. Parce que sinon, Dieu est vraiment un gros salopard sans cœur. Ah bon ? Réagit-elle sans grand intérêt. Tout n'est qu'information. Nous ne sommes que des sous-routines qui interagissent dans un modèle. Eh bien, rien n'a vraiment d'importance dans ce cas, pas vrai ? Tôt ou tard, vous n'arriverez pas à déboguer Stuart. Il n'y a pas urgence, il peut attendre. Ce n'est que du microcode, rien n'est définitif. Si bien que rien ne compte vraiment, si ? Comment Dieu pourrait-il avoir quelque chose à fiche de quoi que ce soit dans un univers de ce genre ?
Jasmine Fitzgerald se lève de la tombe, essuie la terre sur ses mains. Prenez garde, Miles. Elle a un début de sourire aux lèvres. Attention à ne pas me mettre en rogne. Il croise son regard. Je suis content de pouvoir encore y arriver. Bien vu. Il reste une lueur derrière ses cils trempés et les ruisselets de pluie sur son visage. Vous allez faire quoi alors ? Demande-t-il à nouveau. Elle promène son regard autour d'elle sur le cimetière de plus en plus détrempé. Tout. Je vais faire le ménage. Je vais boucher les trous. Je vais réécrire la constante de Planck pour qu'elle veuille dire quelque chose. Elle lui sourit. Et pour le moment, je crois que je vais aller réfléchir un peu quelque part. Elle redescend du monticule. Merci de ne pas m'avoir dénoncé. Ça n'aurait rien changé, mais j'apprécie le geste. Je ne l'oublierai pas. Elle s'éloigne dans la pluie. Jas, la rappelle Thomas. Elle secoue la tête, sous un regard en arrière. Laissez tomber, Miles. Personne ne m'a donné de miracle à moi. Elle s'immobilise alors, se détourne un instant. De toute manière, vous n'êtes pas prêt. Vous croiriez probablement que je vous ai hypnotisé ou je ne sais quoi. Je devrais l'empêcher de partir, se dit Thomas. Elle est dangereuse, elle délire. On pourrait m'accuser de complicité et je devrais l'empêcher de partir, si je le peux. Elle le laisse dans la pluie avec le souvenir de son radieux sourire innocent. Sur le moment, il est presque sûr de ne rien sentir passer en lui. Mais peut-être que si, peut-être sent-il comme une ride qui parcourt une surface stagnante. Un délicat rétissage d'électrons, un léger changement dans la manière dont sont les choses. Je vais faire le ménage. Je vais combler les trous. Miles Thomas ne sait pas exactement ce qu'elle entend par là, mais il craint que bientôt, très bientôt, il n'y ait rien qui cloche dans ce tableau. Le second avènement de Jasmine Fitzgerald est une nouvelle de Peter Watts, extrait du recueil Au-delà du gouffre, publié aux éditions Le Bélial et 42. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.